Bien, alors la radio amateur, qu'est-ce que c'est? On va voir aussi ce que ça n'est pas. C'est parfois le plus précis. Alors, mon nom c'est Gilles Gruson. J'ai deux indicatifs radio, puisque en radio on doit avoir un indicatif. C'est un indicatif qui est donné par une agence gouvernementale. AK4YH, c'est parce que j'ai passé ma licence aux États-Unis, donc j'ai eu un indicatif américain. Et quand je suis rentré en France, on m'a donné un indicatif français, donc F4WBY. Cet indicatif, il faut obligatoirement l'annoncer quand on commence une conversation, toutes les 10 minutes et à la fin d'une conversation. Donc juste une petite parenthèse. Alors, ça n'est pas de la radiodiffusion. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah oui, tu passes des disques ?» Non, en fait c'est interdit. C'est pas la radio amateur. La radio amateur, c'est en fait pas ça non plus, bien que ça pourrait. Je trouvais que c'est une photo assez intéressante. C'est une ouverture sur le monde en fait. Il y a 1,5 million de participants dans le monde. Et c'est vraiment le moyen de contacter d'autres amateurs dans le monde entier. Alors c'est un peu comme aller à la pêche, c'est-à-dire que quelquefois, souvent les contacts d'ailleurs sont au hasard. On appelle au hasard et on a des gens qui vont nous répondre au hasard selon la propagation des ondes, etc. et beaucoup de facteurs. On va pouvoir tomber sur... bon, en fait, on ne sait pas trop. Et aussi, évidemment, on peut arranger des contacts d'avance. On va dire à quelqu'un, voilà, je serai tel jour sur telle fréquence. Et on peut essayer de les contacter à ce moment-là. Voilà, donc la particularité de la radio amateur, comme toutes les radios d'ailleurs, c'est que ça fonctionne aussi très bien sans relais. C'est-à-dire pas besoin d'infrastructure, pas besoin d'avoir une antenne cellulaire. Bon, il y a des relais radio amateurs, mais on peut très bien faire des contacts très longue distance, global, avec une portée globale, absolument sans relais. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. L'alimentation peut se faire par batterie et panneaux solaires. Et la portée, alors quand les conditions sont bonnes, alors là on ne parle pas des conditions vraiment atmosphériques, mais on parle plus des conditions solaires. Donc c'est l'activité solaire en fait qui va ioniser les hautes couches de l'ionosphère et qui va permettre aux signaux de se réfracter et de redescendre vers la surface de la Terre. On peut faire des activités portables. Il y a beaucoup de gens qui emmènent leur radio quand ils sont en camping ou dans des endroits où justement il n'y a pas de service. Alors ça ne peut pas nécessairement permettre de passer un coup de téléphone, ce n'est pas le but. Mais le but en fait c'est de simplement ne pas être isolé et avoir toujours un moyen d'appeler quelqu'un au besoin. J'ai un ami d'ailleurs une fois qui avait une petite radio un peu comme celle que j'ai là, qui, voilà, cette radio, vous voyez la taille de cette radio? Cette radio a une portée de, moi j'ai déjà fait des contacts avec ça jusqu'à 8000 km. Okay. C'est la taille d'un paquet de cigarettes. Voilà. Celle-là est en morse seulement, donc pas de micro. Sinon ce serait un peu plus gros. Mais faites-la passer, regardez un peu si vous voulez. L'antenne qui va avec. Alors l'antenne, on va parler des antennes aussi. L'antenne dépend de la fréquence. En fait, la longueur de l'antenne dépend de la fréquence. En fait, l'antenne doit être d'une longueur d'une demi-onde. Voilà, donc ça c'est pour les bandes en longueur d'onde alors pour entrer un peu dans le technique en vitesse, 20 mètres, 30 mètres et 40 mètres. Donc par exemple sur la bande des 40 mètres qui est 7 MHz, l'antenne va devoir faire 20 mètres de long. Voilà, donc c'est discret sur le balcon. Voilà, par contre ça, par exemple une radio comme ça portable, un petit walkie-talkie qui va sur la bande des 2 mètres ou la bande des 70 cm, évidemment là on peut utiliser un quart d'onde, mais il faut une demi-onde, donc j'ai rajouté un fil là pour faire une demi-onde, mais on peut avoir évidemment une antenne beaucoup plus courte parce que la fréquence est beaucoup plus élevée. Mais ça c'est seulement pour le local parce que ça ne se réfracte pas, la fréquence est trop haute, ça ne se réfracte pas sur l'ionosphère, ça passe à travers, ça va dans l'espace. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les communications satellites se font sur des fréquences élevées parce que ça passe au travers de l'ionosphère à la place de se réfracter vers le bas. Voilà, donc il y a aussi des communications satellites qui sont possibles en amateur. Il y a 102 satellites en orbite autour de la Terre, des satellites amateurs. Alors quelquefois ce sont des satellites qui sont exclusivement amateurs, parfois ce sont des satellites qui ont un module de radio amateur dedans mais qui servent à d'autres choses.
Et on a même maintenant, depuis le mois de février, un satellite géostationnaire qui est au-dessus du Moyen-Orient, qui a été mis en orbite par le Qatar, et qui donc est immobile, et géostationnaire, et qui permet de couvrir toute l'Europe, une partie le nord de l'Afrique, et du Brésil à la Thaïlande. Voilà. Donc ça, c'est très très intéressant aussi. Et on peut très bien contacter ces satellites donc, avec une radio tout à fait portable, vous voyez ce que cette jeune fille a ici, et avec une antenne, ce qu'on appelle une antenne Yagi. Voilà, donc la transmission et la réception se font sur des fréquences différentes, mais il faut traquer le satellite, donc il faut savoir à quel endroit il va arriver, il faut le traquer dans le ciel, et ça prend à peu près une quinzaine de minutes pour passer d'horizon à horizon, avec les obstacles. Donc ce sont des contacts qui sont souvent très courts. Et on ne va pas commencer à discuter parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut essayer de contacter, essayer le truc. Donc, alors aussi, il y a pas mal d'électronique. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien d'avoir des connaissances en électronique. Pour passer la licence, il faut quelques connaissances en électronique également. Donc voilà, ça c'est un kit que j'ai monté il y a quelques années, qui s'appelle un K2. Alors vous recevez un sac de composants, un circuit imprimé, et c'est à vous de tout souder, tout régler, etc. On peut même parler avec la station spatiale. Il y a des astronautes qui ont une licence radioamateur. Ça arrive pas très souvent, mais c'est possible. Mais là, il faut vraiment écouter tout le temps, il faut regarder les horaires, mais c'est pas impossible. Alors la radioamateur est également un service public, c'est considéré comme étant un service public par l'État, et il y a des plans qui sont en place pour que les radioamateurs, en cas de catastrophe naturelle ou de conflit ou quoi que ce soit, où l'infrastructure de téléphone, internet, etc. ne fonctionnerait pas, les radioamateurs peuvent prendre le relais et aider en fait les autorités à communiquer. C'est classé en OIV ? Organisme d'importance vitale ? En France, je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Ouais. Mais aux USA, par exemple, il y a même un pont entre les radioamateurs et les militaires aussi, qui s'appelle MARS, M-A-R-S, et avec tous les services comme FEMA, FEMA, qui est l'agence de secours aux sinistrés aux États-Unis. En France, je ne suis pas encore bien au courant de tout ça. Alors pour le prepping c'est un mouvement aussi américain qui est se préparer en cas de catastrophe naturelle, conflit, etc. Ça peut être n'importe quoi. Ici, on a, paraît-il, des tremblements de terre. J'en ai jamais senti encore, mais bon, c'est pas impossible. Voilà, donc ça permet d'échanger souvent des informations vitales, etc. On peut penser à des incidents comme par exemple Tchernobyl ou Bhopal ou des choses comme ça. Pouvoir communiquer avec l'extérieur de la zone peut vous dire par exemple, est-ce que si je pars vers le sud, c'est bon ou alors il vaut mieux partir vers l'est il y a des tas de choses comme ça, quoi. Obtenir des informations médicales, appeler au secours, etc. etc. Expédition, bien sûr. Alors ça, il y a des gens qui font soit des expéditions qui sont spécialement des expéditions radio dans des endroits qui sont très difficilement accessibles parce que les radioamateurs aiment bien avoir la petite punaise sur la carte sur un endroit un peu spécial, quoi, pôle Nord, etc. Donc il y a des expéditions qui sont spécialement créées pour ça. Et aussi des gens qui font des expéditions standards, quoi. Et qui vont avoir du matériel radioamateur avec eux pour rester en contact. Alors pas nécessairement par satellite, puis ça ne marche pas toujours non plus, faut bien le savoir. Par exemple, quand vous avez de grosses intempéries, un téléphone satellite a pas mal de chances de ne pas fonctionner. Voilà, il y a beaucoup d'activités dans la radioamateur. Là, par exemple, la construction d'antennes. Ça, c'est une antenne qui vient de, j'allais dire Home Depot, mais c'est pas Home Depot ici, c'est Castorama. Et donc ça, sont des tubes de cuivre, un octagon, qui fait 5 mètres de périmètre, avec cette partie-là qui est un condensateur variable russe, sous vide, et c'est alimenté là par un toroïde avec le câble qui descend, et ça me permet, moi, sur ma terrasse, de descendre sur des fréquences relativement basses et faire des contacts dans le monde entier. Voilà, il y a aussi les modes digitaux, alors ça va peut-être vous intéresser un peu plus, c'est-à-dire qu'on peut maintenant facilement interfacer une radio avec un ordinateur.
et on peut communiquer avec des modes digitaux. Donc vous voyez là, le gars souhaite une bonne année, etc. Bon, ça permet alors soit d'envoyer des messages en temps réel, comme des textos un peu, hein, soit ça permet de laisser un message dans la boîte, si on peut dire, de réception d'une station réceptrice qui aurait laissé sa radio allumée pour justement recevoir en attendant un message, etc. On peut aussi envoyer un mail par radio, c'est possible aussi. C'est-à-dire que votre radio va se connecter à une autre station qui, elle, est connectée à l'Internet, même si vous ne l'êtes pas, et ça va transmettre le mail. Alors, il ne faut pas envoyer une photo énorme, hein, mais simplement un mail en texte, ça marche très très bien et ça vous permet d'avoir un relais vers l'Internet et d'envoyer ça à n'importe qui a une adresse email. Ça, c'est ce qu'on appelle les SDR, software defined. Alors oui, c'est pas obligatoirement, mais c'est vrai qu'une SDR c'est encore plus facile puisque le programme est déjà sur l'ordinateur. Hein. Et on a des radios donc qui sont, alors SDR c'est Software Defined Radio, et ces radios sont en fait gérées principalement par software, quoi. On peut effectivement utiliser tous ces modes digitaux. Et ça permet aussi en fait, votre radio n'a pas d'interface autre que l'écran de votre ordinateur. Par contre, il faut toujours le matériel, antenne, tout ça. Ah oui, absolument, oui. Oui, absolument. Par contre, vous pouvez aller sur l'internet et chercher pour Web SDR. Et vous pouvez vous mettre sur un site une page qui a une Web SDR, c'est-à-dire une radio, un récepteur qui est connecté au serveur, et le serveur va vous envoyer en live stream. Vous pouvez choisir la fréquence et la radio se met sur telle fréquence, vous pouvez écouter. Le code Morse, c'est un truc. Moi j'adore ça. Pourquoi ? Parce que c'est très efficace. C'est une tonalité, une simple tonalité, donc c'est la bandwidth, c'est restreint, c'est très étroit. Donc par exemple une radio qui fait comme celle-là qui fait 5 watts, donc le mode ça s'appelle CW, donc 5 watts en morse, c'est l'équivalent de 100 watts avec une radio qui va transmettre la voix. Voilà, donc même avec 1 ou 2 watts, vous avez une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui est quand même relativement exceptionnel. J'ai même une radio là, la plus petite de mes radios, qui coûte 3,50 €. Hein, et c'est un kit qui est fabriqué en Chine. Bon, ça marche pas très bien, il faut bien le dire, mais ça, vous pouvez faire des contacts mais difficilement jusqu'à à peu près 1000 km, quoi, 1000-1200 km. Le seul problème, c'est que comme il n'y a pas de filtre, vous entendez tout à la fois, donc c'est très difficile de savoir qui essaye de vous parler. Mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, j'en ai fait passer une autre, là, voilà, dans une boîte d'Altoïd, hein, un petit kit comme ça. Et ça, c'est code Morse seulement. Voilà. Après, on arrive à des radios qui sont beaucoup plus perfectionnées et extrêmement performantes, comme celle-là que j'ai fabriquée en kit aussi, qui s'appelle un K1. Voilà, donc ça, vous allez le voir, dans la démonstration, je vais essayer de faire un contact en Morse. Donc, vous allez voir ça. Alors les prix, ça va de 30 € à ce qu'on veut. Hein. Oui. Il y a du monde dans la communauté que Morse. Énormément, oui. 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 Il y a toujours pratiquement quelqu'un, vous allez entendre, je vais trouver quelqu'un, c'est pratiquement certain, quoi. Oui, oui. Il y a beaucoup de monde qui... vous pourriez très bien avoir une petite radio comme ça, toute petite dans votre sac à dos, avec un bout de fil, et puis pouvoir appeler, envoyer un SOS et avoir quelqu'un, vous êtes pratiquement garanti que quelqu'un va vous entendre et répondre. Voilà, donc, pas seulement un hobby. Parce que bon, nos moyens de communication courants, en fait, on est tellement habitué à avoir des moyens de communication juste à disposition, comme un téléphone par exemple, qu'on arrive difficilement à imaginer que ce service pourrait, boum, disparaître comme ça, simplement parce que, bon, on ne sait pas, par exemple, une tempête solaire comme en 1858, par exemple, ça serait dévastateur. Une EMP, un Electromagnetic Pulse. Ça pourrait vous griller tout l'électronique que vous avez d'ailleurs. C'est pour ça que mes radios, je les mets dans des boîtes métalliques pour faire une cage de Faraday et les protéger contre éventuellement une tempête solaire ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'une EMP, ça grillerait aussi les composants. Ça grillerait les composants, tous les circuits intégrés, transistors, tous les jonctions PN, en fait, si on veut rentrer dans les détails électroniques, seraient grillés.
Voilà, donc en général, bon là on a un peu une distribution des fréquences. Alors on a tout ce qu'il y a VLF, c'est plutôt, maintenant c'est plutôt ce qu'il y a sous-marin, etc. C'est des longueurs d'onde qui sont extrêmement longues. Alors la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Hein. Il faut diviser 300 par la fréquence en mégahertz, parce que 300 c'est la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres par seconde ou un truc comme ça, j'ai oublié. Et voilà, donc on a le HF qui s'appelait les ondes courtes. HF c'est de 3 à 30 MHz. Donc ça, ce sont les ondes qui vont se réfracter sur l'ionosphère, d'accord ? Dès qu'on arrive au-dessus de 30 MHz, ça devient beaucoup plus difficile. Donc là, c'est plus pour des communications locales ou régionales, disons. Mais si on veut vraiment profiter de cette réfraction sur l'ionosphère, faire des contacts très très lointains, même, ça peut même faire le tour. Hein. Il est possible d'envoyer par exemple une lettre en morse, 2 secondes plus tard, vous l'entendez revenir après avoir fait le tour. Voilà, parce que ça se réfracte sur l'ionosphère, ça rebondit sur le sol et ça se réfracte, ça peut faire ça plusieurs fois. Ensuite, bon, tout ce que vous voyez, c'est walkie-talkie, là, c'est VHF, UHF, hein, entre 30 et 500 MHz. En général, c'est plutôt entre 144 et... enfin, il y a deux bandes, il y a VHF, c'est 144 à 146 MHz, et on a l'UHF qui est de 430 à 440 MHz. Ça veut dire qu'entre ces plages, il n'y a rien, c'est amusant. Alors, non, il y a d'autres choses, mais c'est pas radioamateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y aller parce qu'il y a d'autres services, il y a les militaires, il y a les pompiers, l'aviation, enfin, il y a des tas de choses comme ça. Hein. Voilà, donc là ça explique, là c'est bleu sur bleu, mais c'est pas grave, c'est de l'anglais. Donc, alors l'ionosphère est là, c'est une couche atmosphérique qui est à peu près, enfin elle est très épaisse, mais en moyenne 400 km au-dessus de la Terre, je pense. Et voilà, donc le problème c'est que si vous voulez vous connecter de A à B, eh ben, en ligne directe, là, ça ne passe pas parce qu'évidemment, il y a un gros caillou entre deux. Hein. Donc, le seul moyen de le faire, en fait, c'est soit par un satellite relais qui serait là, quoi, hein, ou beaucoup plus haut, ou alors, ben, justement, avec la propagation, la réfraction de ces ondes sur l'ionosphère, ça redescend et ça atterrit de l'autre côté. Et généralement, ça marche dans les deux sens, heureusement. Voilà, donc c'est comme ça qu'en fait la radio peut permettre de faire des communications de milliers de kilomètres alors que la courbure de la Terre, en théorie, devrait l'empêcher. Et ça met combien de temps pour arriver Vitesse de la lumière. Ah, c'est instantané. Ouais. Enfin, sur Terre, c'est instantané en tout cas. Il y a des amateurs qui utilisent la Lune comme miroir, en fait, qui envoient un signal vers la Lune. Ce signal va rebondir sur la Lune et revenir. Là, ça prend 2 secondes. Mais il faut en fait, il faut non seulement une antenne, mais il faut des arrays, des ensembles d'antennes qui sont pointées vers la Lune. Et je crois qu'il y a 250 décibels de perte sur l'aller-retour, donc c'est énorme, énorme. Voilà, de nouveaux amis. Alors il y a le côté humain aussi évidemment, puisqu'on rencontre pas mal de monde quand on fait de la radio amateur. On parle aux gens et puis une fois, allez, on va prendre un café. Hein, et puis moi je fais souvent des sorties en montagne ici avec des amis. On fait du camping et puis on installe les antennes. Alors ça part de partout, quoi. Et on essaye de faire des contacts. On essaye de faire des choses comme ça. Voilà, portable, camping, etc. Voilà, vos enfants n'auront jamais assez d'argent pour acheter de la drogue. La radio amateur, c'est une passion dévorante, donc on a tendance à en acheter. Moi, je ne sais pas combien je dois avoir de radio, je dois avoir une vingtaine, je pense, quoi. Voilà, et vous non plus. Voilà. C'est trop. Il y a des gens qui vont un peu, qui vont un peu trop loin. Comment tu nettoies la carrosserie là? Là, je sais pas. Là, là pour passer dans un parking, c'est un peu difficile, quoi. Hein. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça amusant. Hein. C'est assez. Et puis bon, là, pareil. Hein, je sais pas comment le gars fait pour conduire, mais c'est un peu spécial, quoi. Voilà, donc ça mélange en fait les contacts humains, la technologie, donc c'est pas seulement technologique, il y a aussi, parce que vous parlez à des gens, quoi, en fait, c'est là aussi l'avantage. Ouais, des passionnés, tout autant que toi, à l'autre bout. Voilà. Bien, alors pour les informations pour la licence, puisque malheureusement il faut une licence, le mieux c'est d'aller sur le réseau des émetteurs français, un site internet qui va vous donner tous les renseignements légaux, disons, pour obtenir une licence. Le mieux souvent c'est de s'inscrire dans un club, en fait,
Vous pouvez étudier vous-même et passer l'examen, mais avec un club, bon, ça permet de poser des questions, c'est quand même un peu plus facile, quoi. J'ai deux questions. La première, c'est il n'y a aucune altération de l'information, même quand on tape sur la ligne et qu'on revient. Interaction avec quoi? Altération. Ah, altération, oui, l'altération, il y a l'effet Doppler par exemple, qui par exemple quand un satellite passe ou une chose comme ça, avec la fréquence va changer avec la vitesse du satellite, hein, c'est l'effet Doppler par excellence. Il y a aussi la perte, par exemple quand il y a une réfraction sur les aurores boréales par exemple, ce qui peut arriver aussi, le signal est très déformé, donc la voix va être déformée, hein. Ça peut arriver aussi, il y a des tas de modes de propagation qui sont un peu exotiques si on peut dire. Il y a même des gens qui font rebondir leurs signaux sur des météorites aussi. Il y a aussi par exemple de la réfraction sur les inversions de température au-dessus de la mer. Donc ça peut permettre des contacts de plusieurs centaines de kilomètres quelquefois. L'autre fois j'étais au plateau d'Authion avec le petit walkie-talkie, là j'ai parlé à un gars en Sardaigne. Alors qu'en théorie, j'étais quand même à 2000 mètres d'altitude, hein, mais en général, parce qu'une radio comme ça, en général, ça a une portée de quelques kilomètres, hein, en ville, hein, 10 km sur terrain plat, et puis, mais dès qu'on a de la hauteur, ça permet d'avoir des contacts à beaucoup plus de distance. Voilà, donc, et tout ce qui gère tous les côtés légaux, c'est l'Agence nationale des fréquences, donc c'est cette agence-là qui va vous délivrer votre licence en fait. Hein. Avant c'était 38 €, 36 € par an, maintenant c'est gratuit, donc voilà, pas se plaindre. Autre question, ouais. On risque quoi si on n'a pas sa licence et qu'on achète un kit et qu'on commence à... Alors si c'est simplement pour écouter, rien, hein, tout le monde peut écouter. Si vous transmettez, déjà les radioamateurs vont vous demander votre indicatif. Déjà, si vous dites j'en ai pas, ils vont arrêter de vous parler sans doute parce qu'ils n'ont pas nécessairement le droit de faire ça. Ensuite, si vous causez des problèmes, par exemple votre matériel n'est pas réglé correctement, votre antenne ne radie pas correctement, etc. Ça peut causer des interférences sur d'autres services. Par exemple, il ne faudrait pas brouiller les communications entre la tour de contrôle et les avions de ligne, par exemple. Là, on va vite venir frapper à votre porte, hein, ça ne va pas durer longtemps. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, par exemple on ne peut pas envoyer de messages encryptés par exemple, parce que là on va venir vous chercher aussi très vite, hein, ouais, c'est interdit. Voilà, il y a des choses à respecter, donc en fait ce serait difficile. Bon, il y a des pirates, hein, j'en connais. Bon, eux respectent aussi, ils ont un certain code, si on peut dire, de déontologie pirate. Mais il y a des gens qui ne respectent rien, il y a des gens qui en fait causent beaucoup de problèmes. Et disons que l'administration bouge lentement, mais ça finit toujours par leur retomber dessus et les amendes sont très élevées, confiscation du matériel, etc. Qu'est-ce qu'ils font les pirates dans la radio amateur? En fait, ils font la même chose que nous, en fait, hein. C'est-à-dire qu'ils discutent entre eux, mais sur des fréquences en dehors des bandes amateurs. Là, souvent juste en dessous ou juste au-dessus. Sans avoir de licence. Sans avoir de licence, oui. Ouais. Ça leur permet d'avoir des canaux de communication discrets. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, oui. Non, mieux vaut. Si vous ne voulez pas passer une licence, il y a encore la CB. Hein. La CB, ça existe encore. Ça marche très bien aussi. Évidemment, en haut, c'est 27 MHz. Donc, c'est en haut de la HF. Donc, ça a quelques difficultés de se réfracter. Donc, finalement, les contacts à longue distance ne sont pas possibles très souvent. Mais parfois, ça arrive. Et en dernier, voilà, donc... je suis le radio prepper sur YouTube. Hein, j'ai à peu près 11 000 abonnés. Et c'est la majeure partie de mes vidéos sont en anglais parce que j'ai que 3% de francophones dans mon audience. Donc regardez le Radio Prepper sur YouTube. Il y a radiopreppers.com, c'est un forum, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Twitter, Facebook, Radio Preppers avec un S. Et Patreon, c'est Radio Prepper en un seul mot. Mais principalement sur YouTube. Voilà. Et on va faire une petite démo à l'extérieur maintenant. T'as écouté complète? Une radio militaire de l'armée britannique. Voilà, donc là l'antenne est simplement un fil qui fait 8 mètres de long. Elle n'est pas vraiment accordée pour la fréquence qu'on va utiliser, mais ça fonctionne quand même.
Voilà, donc ça c'est une radio militaire de l'armée britannique. Hein. Pas celle-là, non, non. Les seules radios militaires qu'on n'a pas le droit d'acheter, ce sont les radios qui ont des modules inclus pour l'inscription, pour l'encryption. D'accord, ça c'est interdit. Ouais. 300 €. Vous, c'est pas sur eBay? Sur eBay, oui. Ah. Oui. Oui, oui. Il y en a pas mal sur eBay. Alors ça c'est le fil de masse, hein, pour ainsi dire. Donc ça, je vais simplement le dérouler ça par terre. Voilà. Ça, on va simplement le lancer là, comme ça. Ça suffit, ouais. C'est important la zone de contact avec le sol? Hein? La zone de contact avec le sol? Non, non, pas dans ce cas-là, non. Là, je mets le fil dedans. C'est très beau, 14200 là. Alors, je vais accorder mon antenne en premier. Voilà. Voilà, à peu près. Voilà, donc là j'obtiens le maximum de déflexion de l'indicateur qui va me dire que mon antenne est accordée à peu près, quoi. Et maintenant je vais essayer de trouver quelqu'un qui va appeler donc pour essayer de répondre et de faire un contact. Ah. Alors ça c'est une radio ancienne, il n'y a pas d'écran, hein, mais les radios modernes sont beaucoup plus faciles à utiliser que celle-là. Et là on peut y passer un certain temps, quoi. Je ne vais pas trop insister. Ok. Bon, ça vous donne une idée, hein? Ok. Ok. Par contre, sans licence, oui, vous pouvez dire bon, je fais de l'écoute, mais ouais, ça dépend sur qui on tombe, quoi. Hein. Mais théoriquement, si on ne vous prend pas en train d'émettre, il n'y a pas de souci, quoi. C'est marrant, on a le droit d'écouter sans licence. Bah, de toute façon, oui, oui. De toute façon, il n'y a pas moyen d'empêcher les gens d'écouter, quoi. C'est. Oui, puis il n'y a pas moyen de détecter les gens qui écoutent. Oui, puis maintenant, bon, tout ce qui est communication, police, militaire, etc., tout est encrypté, donc il n'y a plus moyen d'écouter, enfin, de savoir ce qui se dit finalement. Si on fait quoi? Si par Oui, oui, tu as des bruits, un peu comme un modem, un peu comme les anciens modems, là, ouais, un peu comme ça, ouais, c'est possible. Après, il y a des modes qui ont différentes tonalités. Il y a des modes digitaux qui sont tellement performants qu'ils arrivent à décoder des signaux qu'on ne peut pas entendre, en fait, à l'oreille. C'est absolument incroyable. Donc on arrive avec des puissances ridicules, je veux dire pas plus qu'une lampe de poche, quoi, à faire des contacts vraiment à des distances faramineuses. Voilà, donc là j'ai le fil qui est relié à ce qu'on appelle un transformateur d'impédance. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est nécessaire. De ce fil jaune, oui. Non. Il y a certaines longueurs, comme si on utilise un quart d'onde, qui peuvent poser problème, mais en général, non. Voilà. Alors, il y en a encore à l'ancienne, hein, ça c'est là avec le truc, là. Ah ouais? J'en ai une, ouais. J'ai une clé comme ça. Voilà. Forcément, tu parles le Morse par cœur. Oui. Non, pas d'avoir un décodeur. Il y a des décodeurs, hein, sur les ordinateurs, on peut évidemment installer un décodeur. C'est une simple application. Hein. Alors là, je sais pas, je vais quand même essayer d'avoir le fil un peu tendu. Et là, je vais chercher une station, même chose.
Ça c'est un mode digital, tiens. Voilà. Mode digital, ça je peux pas. Ah. C'est le volet. Ah. On a plus. Là, elle lui donne un signal, un report de signal de 559. Ça, c'est ON quelque chose. Attendez. Là, je vais essayer de trouver quelqu'un qui appelle. Ah ouais, ok. Là, il appelle. Ah, il est sur un sommet, il est sur un sommet. Ouais, je l'ai. Là, je lui donne mon nom, Gilles, et je lui redonne la main. Merci, merci Gilles pour la conversation. 73, au revoir. Très rapide là. C'était quoi? Je cherchais une fille. La Gillette. Merci, t'es gentil. Là, je vais faire. Je lui demande de me répéter son indicatif. Ok, c'est un allemand. DL6FB. Je lui dis au revoir. Au revoir Gilles. Et voilà un contact. Vérifier son indicatif quand même. Donc voilà un contact en Allemagne. Enfin là il a commencé par S tiré, donc je crois que il est dans un autre pays, donc S ça doit être c'est un pays de l'Est quelque part. Je vais attendre qu'il rappelle, comme ça je vais être certain de son indicatif.
Voilà, au moins on n'a pas fait un contact avec la radio militaire, mais en morse, c'est quand même plus facile, même avec moins de puissance, parce que c'est beaucoup plus efficace en fait. C'est simplement une tonalité de 600 Hz, c'est très fin, donc toute la puissance est concentrée et ça a 20 fois plus de pénétration qu'une voix en fait, qu'une voix humaine. Très très efficace. Donc là, ton petit appareil là, pour envoyer les impulsions là. Oui, alors ça c'est simplement, c'est un double contact. Ouais. Et comment Alors- les points et les traits? Alors voilà, je vais montrer. On va aller là où il n'y a personne. Voilà, c'est bon. Si j'appuie là, je laisse appuyer, ça fait des points. Si je laisse appuyer là, ça fait des traits. Donc je peux combiner les deux. Et si je mets les deux à la fois, Ça alterne. voilà. Donc, Bon, là, faut prendre la main quand même. Il faut apprendre pour les bips, les traits, de toutes les lettres de l'alphabet. T'as échangé quoi avec lui? hein. T'as échangé quoi? C'est des codes? Alors là, ça a été très court. Bon, quelquefois, on peut faire une conversation normale. Hein. Bonjour, t'habites où? C'est quoi le nom de ton chat? Enfin, c'est pas. Tandis que là, apparemment, ce gars-là, il veut simplement mettre mon indicatif sur son carnet, dans son log. C'est plutôt le genre collectionneur. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, je préfère discuter avec les gens. Donc, je préfère trouver des gens qui veulent bien discuter en morse et faire vraiment une discussion, quoi. Du coup, tu fais du lettre à lettre? Pardon? C'est du lettre par lettre? Ah oui, oui. Il n'y a pas de raccourci Il y a des raccourcis, il y a ce qu'on appelle des procodes, qui sont des groupes de 2 lettres. Et il y a aussi le code Q, qui sont des groupes de 3 lettres commençant par un Q, et qui permettent de raccourcir les messages, sinon ça prendrait évidemment plus de temps, quoi. Par exemple, si j'envoie les lettres AS, ça veut dire attends. Si j'envoie AR, ça veut dire fin du message. Si j'envoie QTH, ça veut dire l'endroit où je me trouve. Voilà, il y a des tas de codes comme ça qui permettent de raccourcir. C'est un peu comme envoyer des textos en fait. Hein, on essaie de raccourcir les messages, mais on peut quand même arriver à avoir des conversations. On peut parler de... moi à l'époque, en Floride, j'avais une conversation journalière avec un ami qui était en Virginie, à 1300 km de là. Et tous les jours à 11h, bon, quelquefois on n'était pas là, mais quelquefois les conditions n'étaient pas très bonnes. Quelquefois on pouvait descendre jusqu'à 100 milliwatts et avoir une conversation à 1300 km, quoi. Donc, mais on parlait lui me parlait de son jardin, enfin bon, on parlait de tas de choses comme ça, quoi. Petite en morse, une petite demi-heure, et puis voilà, quoi. Pour la pratique, ouais. Mais le morse est très très efficace, c'est encore énormément utilisé, et comme vous avez vu, les radios miniatures que j'ai permettent de faire des contacts à des milliers de kilomètres, même autour du monde, avec simplement, là j'avais 4 watts de puissance là, et j'arrive en Allemagne. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, et il y en a pour tout le monde, quoi. Je veux dire, on peut se lancer là. Si vous préférez les modes digitaux, faites des modes digitaux. Vous préférez le morse, faites le morse. Vous préférez la voix, faites la voix. Vous voulez aller sur des îles, des sommets, faire ce qu'on appelle des activations, vous pouvez faire ça. À l'intérieur de l'amateur radio, de la radio amateur, en fait, il y a des tas de hobbies différents. Toujours avec des radios, mais il y a des activités, il y a des concours aussi, enfin il y a des dizaines d'activités différentes qu'on peut faire, quoi. C'est vraiment très vaste mais il y a aussi le côté sérieux où effectivement, si on n'avait plus de services internet, téléphone, on pourrait... Là, voilà, je pourrais très bien appeler quelqu'un en Allemagne ou aux États-Unis ou quoi que ce soit et dire voilà, qu'est-ce qui se passe, ou enfin bon, bref. Ça permet de rester en contact avec le reste du monde, même si tout le reste ne fonctionne plus, en fait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais. On va y aller. Allez, merci.